Quid sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo? Il y aura les élections en 2023, aussi les élections crédibles, apaisées? Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission essentielle qui reçoit aujourd'hui pour vous, Monsieur François Kalouba Banzé, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes analyste politique. Effectivement. Cette émission, messieurs et dames, sera représentée par Solange Toumba, à qui j'ai dit aussi bonjour. Bonjour Alain Chokoro et bonjour à notre invité, Monsieur Kalumba. Bonjour, madame. Monsieur François, vous êtes analyste politique. Vous êtes aussi, je crois, proche de telle ou telle autre obédience. Vous êtes congolais. Et si on parle du processus électoral, ou si on parle des élections, ou si aussi on essaie de parler sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, et pas seulement dans l'Est de la RDC, mais aussi à Maïndombe et partout ailleurs d'ailleurs en démocratie du Congo, où il y a autant de conflits. Vous pouvez dire aujourd'hui que le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, est à la hauteur de ses fonctions? Moi, je pense que la question semble être un peu complexe. Pour moi, les gens s'empressent un peu pour juger sans tenir compte de tous les contours de la question. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, dans sa fonction, il fait tout ce qu'il faut pour bien diriger le pays. Comme on pourrait le dire, seul il ne peut rien. Est-ce que la population congolaise accompagne vraiment réellement le président de la République? C'est la grande question. Aujourd'hui, tout le monde s'empresse de critiquer le président. Oui, c'est bien, c'est facile. Quelle est votre contribution dans toutes les questions que vous posez au président de la République? Moi, je pense que c'est ça la plus grande question. Aujourd'hui, si le peuple congolais arrivait à prendre conscience de sa situation, de son destin, je pense que même le président de la République n'aura pas de difficultés pour conduire ce pays à bon port. Est-ce que vous croyez au karma? Je n'aime pas parler souvent de ces histoires-là qui semblent être un peu spirituelles ou imaginaires. Je ne sais pas, mais pour moi, j'aime parler de ce qui est réel. 37 ans, Félix Tshisekedi, de l'UDPS dans l'opposition, il faisait que jeter des choses, dire des choses au président de l'époque. Aujourd'hui, les présidents qui s'y portent aussi. Non. Moi, je pense que la population congolaise doit comprendre une chose. 37 ans de combat de l'UDPS, excusez-moi, je ne suis pas venu ici pour parler de l'UDPS, je parle en tant qu'analyste politique ou en tant que Congolais. 37 ans de combat de l'UDPS a apporté des fruits. Ça, personne ne peut le nier. C'est vrai, il y a un bon nombre de Congolais qui critiquent l'UDPS, qui critiquent les combats de l'UDPS. Mais moi, je dirais, pour être sincère en tant que Congolais, tous on a été étudiants. Vous vous souvenez, à l'époque du maréchal Mobutu, tout étudiant était de l'UDPS. Donc, c'est pour dire que le combat était noble. Si aujourd'hui, il y a eu quelques peut-être dérapages, c'est vrai, nous ne pouvons pas directement qualifier tous les combats qu'a mené le président de l'UDPS, que c'était un combat inutile. Non. Le 37 ans de combat de l'UDPS semble être noble parce que l'UDPS défendait les valeurs. Alors ces valeurs-là étaient à mettre dans l'actif du combat de l'UDPS. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, je ne sais pas si on peut appeler ça le combat de l'UDPS. C'est-à-dire? Mais il y a quand même quelques dérapages qu'il ne faut pas considérer ça comme le principal combat de l'UDPS. Non, l'UDPS a combattu pour des valeurs. Ça, tout le monde le sait. Il y a eu quelques erreurs, quelques dérapages, mais c'est négligeable pour moi. 37 ans de l'opposition, il devrait normalement avoir des pistes de solutions aux problèmes de la République, notamment la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Mais aujourd'hui, on dirait le président est incapable de trouver la solution. Malgré l'état de siège, on continue toujours à tuer dans l'Est de la RDC. Non. Ça, vraiment, je le rejette vraiment par le revers de la main. Le président n'est pas incapable. Vous devrez comprendre
la lutte du président. Je voudrais d'abord poser la question à tous les Congolais aujourd'hui. Certes, nous parlons de la guerre à l'Est. Est-ce que nous connaissons vraiment la source de cette guerre? Nous connaissons vraiment les vraies raisons de cette guerre qui nous a été imposée. Et par qui? C'est ça la grande question. Les Congolais ne se posent pas des questions sur les problèmes qui les arrivent. Ils veulent juste s'attaquer aux personnes qui cherchent les voies et moyens pour sortir de tous ces problèmes. Le problème de la guerre à l'Est n'a pas commencé avec le président Félix Tshisekedi, moins encore avec le président Kabila. Est-ce que vous savez pourquoi Biarimana a été tué? Est-ce que vous savez pourquoi les réfugiés rwandais étaient venus en masse en République démocratique du Congo? Vous savez pourquoi jusqu'à aujourd'hui la guerre ne se termine pas? Ce sont des grandes questions que la classe politique devrait se poser, qui n'a jamais trouvé de réponse. Vous voyez l'actuel président du Rwanda. Il fut qui à l'époque à côté de Museveni? Vous le savez. C'était son responsable de service de sécurité. Vous voyez vraiment Museveni défendre le Congo contre le Rwanda? Ça, je pense, ce sont des questions que le Congo devrait se poser. Et je dirais que ce qui nous est imposé, c'est parce que ça a été planifié il y a cela très longtemps. Très longtemps. Et très longtemps dans l'opposition, on devrait chercher des pistes et des solutions. Oui, comme tout Congolais, pas seulement dans l'opposition. Oui, mais qui est opposant d'abord dans notre pays? C'est une question que vous allez répondre bientôt. On estime lorsqu'on est dans l'opposition, c'est-à-dire on est en train de se préparer pour gérer le pays. Et pour gérer le pays, c'est-à-dire vous viendrez avec des solutions. Oui, moi je voudrais vous éclaircir sur ces problèmes. Nous les Congolais, nous avons souvent l'habitude de calquer nos réalités aux réalités occidentales. Ce n'est pas le même. Le Congo a ses problèmes qui sont complexes. Le Congo a ses problèmes qui sont différents des problèmes des Occidentaux ou bien des Européens. Mais nous voulons que quand quelqu'un arrive au pouvoir, il vient avec une baguette magique pour porter des solutions à tous les problèmes qu'il aura trouvés. Non, non. L'UDPS a combattu pour la démocratie d'abord. Si vous regardez l'UDPS en soi, qui représentait presque l'opposition à l'époque, c'était combattre la dictature de Mobutu. Et aujourd'hui, nous avons le multipartisme. Aujourd'hui, nous avons les élections. Peu importe la manière que les élections s'organisent, mais au moins, je peux aller quand même dans mon isoloir et déposer le bulletin de la personne que moi je voudrais qu'il soit mon représentant, qu'il soit au Parlement ou à la tête de la République. C'est déjà un pas. Ça, on n'en parlait pas. Ça, on n'en parlait pas. C'est ça d'ailleurs le vrai combat de l'UDPS. C'est ça d'ailleurs le vrai combat de l'opposition. Écoutez, pour que la France arrive au niveau où ils sont maintenant, les Français plutôt, il y a eu plusieurs décennies, pour ne pas dire siècles. La Révolution française date de quelle année? Avec Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, si les Français aujourd'hui parlent de la démocratie, c'est parce qu'ils ont payé le prix. Les Congolais doivent en être fiers de leur combat. Si aujourd'hui nous-mêmes nous commençons à saboter tout ce qui a été fait comme lutte, on ne verra jamais le bout du tunnel. Commençons d'abord par accepter la lutte qui a été menée par l'opposition. Pourquoi vous voyez dans des billets des banques américains, on met des photos de Franklin, Roosevelt, ainsi de suite. Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de leur pays. Aujourd'hui, c'est ça la voie qu'eux ont choisie pour les honorer. Est-ce que si aujourd'hui on mettait la photo, par exemple, de l'ancien président de l'UDPS, Étienne, dans un billet de banque, vous allez entendre comment les gens vont crier.
Mais pour moi, je dirais que non. Il mérite parce que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce pays. Si on prend la photo, par exemple, de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, les gens vont crier ici, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce pays. Il est mort pour ce pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons mettre de côté toutes nos querelles, nos discussions inutiles pour faire sortir le pays là où nous en sommes vraiment. Voilà, merci Chokourou pour la parole. Comme vous le savez, il y a eu le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui a eu lieu ici à Kinshasa. Et Félix Tshisekedi a été nommé à la tête de cette institution sous-régionale. Là, je vais parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. Est-ce que vous pensez qu'avec sa présence à la tête de cette institution sous-régionale, ça pourrait avoir un impact positif concernant la guerre à l'est du pays? Oui, moi je le crois. Pourquoi je le crois? Parce que il a la volonté. Il a la volonté de finir son mandat avec un bilan positif. Ça, c'est encourageant. Et vous savez, tout ce qui compose l'homme, son caractère, son état d'âme, sa façon de parler, tout fait de lui un style. Le président de la République a son style à lui. Mais les gens aiment souvent les comparer à d'autres styles de présidents. Non, non. Le président Félix Tshisekedi, il est ce qu'il est. Il est authentique. Moi, je l'apprécie tel qu'il est. Bon, je ne suis pas venu ici pour parler très fanatique. Non, je parle en tant que Congolais. C'est mon droit de dire ce que je pense. Parce que ce qui tue notre pays, c'est quoi? C'est le fanatisme. Et non seulement le fanatisme, nous vivons dans un pays, nous vivons avec une classe politique optimiste et pessimiste. Les optimistes voient les choses du bon côté et les pessimistes voient les choses du mauvais côté. C'est comme si on mettait un verre ici à moitié vide et à moitié plein et d'autres le verront seulement la partie là qui est vide. Ils disent que ce verre ici est vide et vide. Et les uns vous diront que non, voilà, ce verre est à moitié plein. Le président de la République, en tant que président de la SADC, le peuple congolais devrait l'accompagner. Si nous, les Congolais, nous n'accompagnons pas notre président, il ne faudrait pas attendre aux résultats positifs. Ça, c'est un conseil que je donne au peuple congolais. Ne regardons pas les erreurs, les défauts, voyons l'objectif qu'a signé le président. Accompagnons-le. Le jour où il terminera son mandat, ça ne sera pas pour son intérêt, mais ça sera pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà. À vous entendre parler, c'est-à-dire vous êtes d'accord, vous pensez qu'avec sa présence à la tête de cette institution, le calme pourrait revenir dans l'est du pays parce que vous savez qu'il y a la force, une force qui doit être déployée dans la partie est du pays. Est-ce que vous appréciez cette initiative? Et aussi monsieur François, vous parlez d'accompagner le président de la République. Oui. Est-ce qu'on va accompagner Tshisekedi, individu, ou on va accompagner le programme? Et pour ça, c'est quoi le programme de Tshisekedi pour la République démocratique du Congo? Évidemment, moi, je ne suis pas de l'UDPS ou je ne suis pas de l'Union sacrée pour expliquer le programme ou la vision. Non. Moi, je ne suis qu'un analyste politique. Tout ce qui m'intéresse, c'est les objectifs que le président de la République a pour faire sortir ces pays dans cette situation. D'accord. Mais sur base de quel programme? Parce que s'il faut accompagner, s'il faut soutenir le chef de l'État, c'est bien bon, mais on ne soutient pas l'individu qui sait qu'il dit, on va soutenir le programme. C'est quoi déjà le fait de dire qu'il a reçu mandat au niveau de la SADC pour résoudre ces problèmes de l'insécurité à l'Est, c'est déjà un objectif. C'est déjà un objectif. Vous voulez encore quel objectif? L'objectif, c'est de terminer cette guerre, mettre fin à l'insécurité. Vous voulez que les gens inventent un autre objectif? On lui a déjà dit au niveau de la SADC, vous êtes président. Lui-même, c'est le problème du Congo.
Vous voulez qu'il ait encore quel objectif? C'est là où beaucoup de Congolais arrivent un peu à distraire un peu notre population. Les hommes politiques, excusez-moi, arrivent à distraire. C'est pourquoi, pour moi, dorénavant, je vais commencer à tenir mes émissions en lingala. Parce que plus de 70% de notre population ne comprennent pas la langue de Voltaire. Il y a certains termes et certaines analyses que nous faisons qui n'arrivent pas à ces peuples. J'aime beaucoup le président, des fois il tient ses points de presse en lingala. C'est très bien. Il faut qu'il continue à Vous avez évoqué ici tantôt les dossiers de l'insécurité dans l'Est. Il y a le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Mais aujourd'hui, lorsque le président de la République accepte de travailler avec, comme Solange l'a dit, avec la force étrangère, est-ce que vous pensez que ce n'est pas encore d'amplifier l'insécurité qu'est de donner la paix? Mais moi, je voudrais préciser sur ce point, il ne faudrait pas aimer une chose et son contraire. Vous voulez la sécurité, mais vous ne voulez pas vous salir les mains. Si vous voulez la sécurité va venir pas par la voie de la parole, pas par la voie de ce qui se raconte à la longueur des journées, à travers la télé, ceci, cela. Non. Il faut agir. Lui, dans sa vision, il voit que pour résoudre ces problèmes, il a besoin du soutien de certains pays. Alors, laissez-le faire son travail. Vous attendez s'il y aura des résultats ou pas. Mais pourquoi commencer à les juger avant même qu'ils puissent commencer? Ok, je disais, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, venait de recevoir l'ancien président nigérien, Obasanjo. Ce dernier a proposé à ce que l'État congolais organise un dialogue avec le Rwanda pour que la paix revienne dans la partie est de la RDC. Est-ce que cette voie, elle est idéale? Pour moi, je dirais ceci. Ça fait combien de temps que la RDC a commencé cette guerre avec le Rwanda? Ça fait plus de 20 ans que ça dure. Est-ce que la RDC a déjà gagné cette guerre? Vous connaissez le nombre de personnes qui sont déjà tombées dans cette guerre. Si cette voie-là de dialogue peut nous sortir de cette crise, de cette guerre, moi en tout cas, j'adhère à ça. Je demanderai au président de la République de ne même pas hésiter, de saisir la balle au bon, de négocier. Parce que le problème des Congolais, c'est quoi? Les Congolais croient qu'ils combattent avec le Rwanda. Les Congolais ne combattent pas avec le Rwanda. Les Congolais combattent avec ceux qui sont derrière le Rwanda. Qui sont derrière le Rwanda? Écoutez, je voudrais dire une chose. Est-ce que Kagame, c'est une personne comme toi et moi? Il peut mourir aujourd'hui. Si Kagame n'est plus président du Rwanda, cette guerre va se terminer. C'est Kagame seul qui peut mettre ces Congolais ici dans cette situation que nous vivons. Ce n'est pas Kagame. C'est ceux qui sont derrière Kagame. Qui sont derrière Kagame? Ce sont ces multinationaux-là. Au Rwanda, là, si vous allez, vous trouverez une usine de transformation de cobalt, de manganèse, de coltan. Qui achète ces produits, ces matières premières-là? Ce sont ces gens-là. Ils veulent à tout prix avoir accès aux minéraux de l'Est de la République. Parce que le vrai problème que les Congolais ne savent pas, aujourd'hui, le Congo fait partie des enjeux du futur. Si nous, les Congolais, nous ne le savons pas. À l'époque, quand les États-Unis avaient bombardé le Japon avec la bombe atomique, cette matière-là, l'uranium, prenons même le cobalt, ça ne se trouvait que dans deux pays, la Russie et le Congo. Et le Congo représente des enjeux terribles pour ce monde. Et aussi longtemps qu'on ne comprendra pas le rôle que joue le Congo dans les enjeux du monde, on ne saura pas terminer cette guerre.
les Obasanjo connaissent. Il fut président d'un grand pays, le Nigeria. Il a des données que nous autres, vous et moi, nous ne connaissons pas. Beaucoup de Congolais, beaucoup de hommes politiques qui crient aujourd'hui. Vous vous souvenez, moi je m'en souviens d'une phrase qu'avait prononcée le président Museveni. Et j'ai lu ça dans un livre de Ainsi sonne les glas, quand l'ancien chef de sécurité du maréchal Mobutu était allé le voir pour le prévenir par rapport à ce qu'il faisait, le rôle qu'il jouait auprès de Laurent Désiré Kabila. Il répondra en bande à ceci. Va dire au grand maréchal, il est grand temps qu'il reprenne son pouvoir, qu'il décrète un état d'urgence. Parce que tous ceux qui crient là dans des bureaux climatisés, ils n'ont jamais vu la guerre venir. C'est pour dire quoi? La classe politique, la majorité des gens qui analysent à la longueur de journée les situations politiques dans notre pays, vivent dans des bureaux climatisés, mangent le steak dans des grands hôtels, dans des grands restaurants plutôt, et leurs enfants étudient en dehors du pays, ils touchent gratuitement à l'argent de l'État, mais ils ne connaissent pas la réalité de tout ce qui se passe sur le terrain. Obasanjo a dit, engageons-nous dans la voie du dialogue, engageons-nous. Ok, avec la permission d'Alain, ma petite dernière question sur ces sujets concernant l'insécurité dans l'Est du pays. Il y a aussi certains acteurs politiques de l'opposition qui pensent que le chef de l'État, ou qui demandent au président de la République de surseoir avec cette histoire d'état de siège, parce qu'ils pensent que c'est une grande distraction. Qu'en pensez-vous? Bon, si les résultats ne sont pas escomptés, je pense que le président de la République pourrait mettre fin à ça. Et moi, je pense que si la majeure partie de la population ne trouve pas l'air compte dans cette affaire d'état de siège, je pense que je peux aussi demander au président de mettre fin à ça parce qu'il n'y a pas vraiment de résultats. Il n'y a pas de résultats, mais ça reste toujours. Oui, c'est lui le président de la République. C'est lui qui voit les choses que vous et moi, nous ne voyons pas. Il a d'autres données que vous et moi. Effectivement, ce que j'aime également chez vous, vous avez de la matière. On sent que vous maîtrisez également les choses. Mais lorsque vous acceptez qu'il y ait le pourparler entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'Ouganda et consorts, il y avait déjà le pourparler entre le Rwanda et la RDC en Angola, où ils cherchaient à demander sur l'effet du M23. Mais il y avait de répliques, le M23 ont refusé catégoriquement. Quoi faire? Il ne faut pas faire la guerre, comme l'a proposé d'ailleurs Adolphe Muzito, qui est actuel coordinateur de la MOCA. Qui est M23? Très bonne question que vous êtes censé répondre. M23, c'est le Rwanda. Écoutez, les militaires qui se sont rangés dans ce mouvement rebelle M23, ce sont des Rwandais. Alors, pourquoi voulez-vous maquiller, c'est-à-dire que si le M23 a refusé... Non, non, si le Rwanda a refusé. Moi, je ne parle pas du M23, je ne vois même pas le M23. Parce que, écoutez, aucun noir, je le dis. Mais avant d'arriver, avant de continuer, parce que j'aime beaucoup, vous avez de la matière, je l'ai dit tantôt. Vous parlez du M23 sur le Rwanda, tout le monde le sait déjà, mais également, on parle également de l'Ouganda, mais on accepte une fois de plus que l'armée ougandaise vienne en RDC à travers l'EAC. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est en train de faire des pièces de théâtre? On ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. Et la population maintenant se pose mille et une questions. C'est là où je vous ai dit que la guerre que vous ne savez pas gagner, il ne faut pas continuer, vous risquez de perdre vos gens, vos troupes, ainsi de suite. Okay. Aujourd'hui, le Congo vit sous l'embargo des armes. C'est comme si vous avez les mains liées, mais on vous demande d'aller vous battre. Vous allez vous battre comment? D'abord, regarde d'abord notre pays. C'est vrai, c'est bien bon de parler de la RDC comme un État fort, un grand pays. Oui, c'est bien. Mais nous alignons
quel budget à la fin de chaque exercice? Vous savez que la guerre coûte cher. Est-ce que les gens savent au moins que la guerre coûte cher? Nous avons combien d'avions de chasse ici dans notre pays? Citez-moi aujourd'hui, chaque année, il y a des armes sophistiquées qui sont dans le marché des armes. Nous, on achète combien? La technologie même a évolué plutôt. Notre armée est à la page vraiment de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à travers le monde. On a vu la Russie, c'est une grande puissance. Il a attaqué l'Ukraine. La guerre s'est déjà terminée. Cette guerre-là de l'Ukraine avec la Russie se terminera sur une table de négociation. Après avoir démontré leur force. Oui. Et nous? Oui. Et la RDC, même si, pour répondre à votre question, de l'Ouganda, qui fera partie des contingents, mais c'est une façon de nous pousser à la table de négociation. Parce que nous savons que l'Ouganda fait partie des alliés. On a déjà été dans une position de force depuis qu'on a commencé cette guerre. C'est ça la bonne, c'est une très bonne question. Mais oui, parce que j'ai commencé par vous dire que depuis le début, nous ne combattons pas contre le Rwanda. Nous combattons contre ceux qui sont derrière le Rwanda. Dis-moi. C'est-à-dire? Nous combattons, d'abord, regarde d'abord. Même l'ancien président de la République, qui a eu le courage de réviser le code minier. Tu sais comment les multinationaux avaient réagi? Ce sont eux qui détiennent le monde. Et c'est d'abord le problème, ce n'est pas entre nous les Congolais. Les Congolais. Parce que je me rappelle lorsque Kabila était au pouvoir, ce qu'il disait à l'époque, que c'est Kabila qui est derrière les Rwandais, c'est Kabila qui fait la guerre dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir, aussi on l'indexe d'être derrière les M23. Vous ne trouvez pas qu'on n'est pas élu, et voilà. Oui, tu as raison. Une fois, je suivais un film que j'aime beaucoup, 24 heures chrono. Il y avait un vice-président qui avait succédé au poste de la présidence quand son chef était tombé malade. Il réunira son équipe pour dire que quand on est en dehors du pouvoir, on croit avoir la solution à toutes les questions. Une fois dedans, on comprend combien c'est difficile. Beaucoup de gens critiquent, parlent. Mais si vous leur posez la question, avez-vous des réponses à toutes les questions que vous posez? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. On peut tout dire de l'actuel président. Vous ne savez même pas s'il dort la nuit. Vous ne savez pas. Mais s'il faut se fier à ce que disait son ami, Jamal Kabound, chaque week-end il est dans le bruit. Prenons aussi des dossiers de Maïndombe à non. Moi, je voudrais d'abord répondre à ça. Vous savez, à un certain niveau de responsabilité, il ne faut pas se fier aux élucubrations d'une personne désespérée. Moi, je ne suis pas de ce genre de personne. Un homme d'État, d'abord, c'est une personne qui amène le secret d'État dans sa tombe. C'est ça un homme d'État. Quand tu vois un homme d'État, quelqu'un qui a déjà accédé à des hautes fonctions de la République, se mettre sur la place publique, en train de divulguer tout ce qu'il a eu à gérer pendant ses fonctions, ce n'était pas un homme d'État. Ce n'était pas un homme d'État. Merci bien. On va parler du dossier Maïndombe, Oui. le problème des terres. Aujourd'hui, il y a tuerie, et ce n'est pas d'ailleurs seulement Maïndombe, on l'a vécu aussi dans les grands Kassai. Quelles sont les pistes de solutions pour ça? On dirait que les politiques sont dépassées par les événements. Non, je dirais que les politiques ne sont pas dépassées. Le problème de l'insécurité dans le Maïndombe, c'est un problème de responsabilité de ceux qui gèrent l'exécutif. Vous savez, chez nous, le problème, on laisse les choses pourrir avant d'intervenir. Ces histoires ont commencé peut-être entre 2, 3 personnes, 4 personnes, et ça a pris de l'ampleur, et c'est maintenant qu'on veut intervenir parce qu'il y a déjà des morts. Non. Gérer, c'est prévoir.
Pourquoi il y a des services de sécurité même dans des fins fonds des villages? Il y a des rédocs, il y a des chefs de village, il y a tous ces gens-là. Quel est leur rôle? C'est là où je comprends que l'administration doit faire quand même un effort pour revenir à bien gérer les choses de l'État. On indexe également les politiques d'être derrière ce qui se passe là-bas. Notamment, on parle même de Gentil Ngobila, on parle d'autres acteurs politiques. Ils allument le feu et même cherchent à devenir des sapeurs-pompiers pour avoir la popularité. Moi, je pense qu'il faut laisser l'actuel gouverneur tranquille. Quel intérêt a-t-il dans ces histoires-là? Non, il ne faut pas voir le diable partout. Peut-être, non. Peut-être qu'il cherche à promouvoir son parti. Non, c'est faux d'abord. D'abord, ça, ce sont des analyses de bas étage. Vous comprenez? Pour que quelqu'un arrive à s'engager dans une histoire comme celle-là, il doit avoir des intérêts. Toi, tu peux avoir des intérêts sur le cadavre. Écoutez, Gentil Ngobila, l'actuel gouverneur, laissez-moi vous expliquer. Gentil Ngobila, l'actuel gouverneur, il est de ces coins-là, des Bandundu ou des lacs, excusez-moi, je n'ai pas de problème, mais il est du grand Bandundu. Tous ceux qui sont dans les grands Bandundu sont ses frères. Quel intérêt aura-t-il d'aller tuer ses propres frères? Quel intérêt aura-t-il d'entretenir l'insécurité parmi ses frères? Quel intérêt aura-t-il de créer des tensions, des foyers de tensions? Non, je pense qu'aujourd'hui, nous vivons... On dit il allume le feu, et puis il viendra pour être le sapeur-pompier, pour avoir la gloire et également... Avec quel instrument? Avec quel instrument? Il va aller allumer le feu là-bas. Parce que tous nous savons comment cette histoire a commencé. C'est entre des communautés. Nous le savons. Oui, dirigé par les notables. Les notables sont des individus comme vous et moi. C'est comme on dit également l'insécurité dans l'Est de la RDC. Il y a, voilà, je me non, l'insécurité dans la RDC, l'insécurité de la RDC, l'insécurité de l'Est n'est pas comparable. Non, je parle qu'on dit toujours également les notables. Non, pour l'Est de la République, je vous ai dit, ce n'est pas le Rwanda, ce sont ceux qui sont derrière. Je me rappelle, le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diaporan, avait dit, vous les députés de l'Est de la RDC, quittez les groupes armés. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Ils collaborent avec les rebelles. Mais je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de charognard. À chaque fois qu'il y a un cadavre, vous verrez les vautours se précipiter pour aller manger les restes du cadavre. Peut-être ces gens-là, ils savent déjà qu'il y a l'insécurité. Il n'y a plus rien là-bas. Ils profitent juste des petites histoires qui tombent là-bas. Moi, je les considère comme des charognards. Voilà, il y a toujours des charognards. Merci beaucoup, les charognards, parce qu'également la population est très faible. La population semble ne pas maîtriser la situation politique. On dit toujours, un peuple mouton finit toujours par voir les dirigeants loups qui finissent également par le manger. Ça me ramène à parler du processus électoral en RDC. Est-ce que vous croyez qu'il y aura les élections? Je suis optimiste. Je suis optimiste et je souhaite qu'il y ait élection. Mais je pense que si ça ne dépendait que de moi, j'aurais demandé à ce qu'on revoie un peu la loi électorale, que le mandat du chef de l'État soit repoussé même à 7 ans. Si ça ne dépendait que de moi. Regardez, je vais vous dire une chose. Vous savez combien coûtent les élections dans notre pays? Un pays qui aligne un budget de moins de 5 milliards. Mais les élections vous prennent plus d'1 milliard. Depuis qu'on a commencé à organiser les élections en 2006 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que la population congolaise a gagné à travers ces élections? Est-ce que le niveau de vie de la population congolaise a changé? Chaque dirigeant se précipite de faire les choses tout simplement parce qu'il sait qu'il n'a pas assez de marge de manœuvre pour réaliser son programme. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Je pense qu'aujourd'hui, si on laissait quand même 7 ans, on sait que 2 ans sera juste pour mettre les choses en place
Et les 5 années à venir, c'est pour réaliser tout ce qu'on avait comme programme. Cherchez d'abord le moyen. Aujourd'hui, dis-moi, le président de la République est entré. Dans son programme, il devait peut-être construire les autoroutes. Comme il avait si bien dit que non, il fera du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Pour moi, je dirais que ce n'est pas de l'utopie. C'était son rêve de faire de son pays, l'Allemagne de l'Afrique. Mais est-ce qu'il a eu suffisamment le temps? Il n'a pas eu suffisamment le temps. Voilà. Le temps lui a manqué. Oui, je prends encore la parole. Oui. Comme vous le savez, le président de la CENI, Denis Kadima, venait de recevoir le directeur général de l'ONIP pour voir comment harmoniser les données qui vont aboutir au recensement. Mais la classe politique congolaise, in opinion, pense que c'est une manière de la part de la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les glissements. On ne peut pas parler du recensement en ce moment, selon cette opinion. Voilà. Tout ça fait passer, nous fait penser aux mots récurrents. À chaque fois, la classe politique invente les mots, glissement, ceci, cela. Mais je ne sais pas comment la classe politique pense porter des solutions aux problèmes des Congolais. Même si vous n'avez même pas encore commencé, on vous taxe déjà de quelque chose. Ces préjugés-là, c'est ce qui crée des sérieux problèmes au développement de notre pays. Laissons d'abord les gens commencer et attendez les résultats. Si ça nous amène au glissement, là vous allez crier que non, il nous a amené au glissement par rapport... Mais il n'a même pas encore commencé. Vous le taxez déjà que non, cette rencontre est liée aux préparatifs de glissement. Ce sont des préjugés. Puisqu'il n'y a même pas de calendrier électoral. Mais c'est lui. C'est lui qui dirige cette institution. C'est lui qui a toutes les données. Lui-même sait pourquoi il fait ça. Moi et vous, nous savons pourquoi il a fait ça. Nous le jugeons sur base de quoi? Sur base de nos imaginations. Sur base des intentions que nous lui prêtons. Alors, nous devenons des juges des gens sans même qu'ils commettent les infractions. Nous les jugeons déjà. Moi, je ne suis pas de ceux-là. En se référant au processus électoral qui s'est déjà déroulé, le cycle électoral, on se rappelle 2006, 2011, 2018, il y avait toujours le calendrier électoral, mais actuellement, il n'y en a pas. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et la population, ou même vous, la classe politique, vous allez rester toujours comme des enfants en attendant de voir ce qu'il va faire. Nous ne sommes pas des enfants. Au moment où il devait donner le calendrier électoral pour savoir comment le gérer ou comment le critiquer ou comment suivre si réellement il va accepter. C'est comme le président de la République. Un candidat président de la République qui ne donne pas ni sa vision ni le programme, mais on veut le voter. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec cet aperçu-là. Okay. Dire que non, le président de la République ne donne pas sa vision. Qui a une vision pour ce Congo ici? Très bonne question. C'est une très bonne question. Il devrait l'avoir. Le président de la République a des objectifs pour ce Congo. Qui va atteindre. Mais pourquoi voulez-vous qu'il puisse faire les choses comme vous l'avez fait? Qui a tracé cette ligne pour que tout le monde se conforme à cette ligne? Le problème de vision, ça vient d'où? Nous les calquons à partir de la gestion du pays occidental. Monsieur François, il y a des principes. Quels principes? Établis par qui? Établis par qui? Voilà. Je ne sais pas s'il y a un dictionnaire de principes de gestion des pays. Ce sont des choses faites par les humains. Chacun est libre. C'est comme ici vous avez parlé de ce qui est dit sur le plan de la démocratie. On devrait. Alors si on parle de la démocratie, c'est pas Afrique, c'est occidentaux. Alors pourquoi ne pas respecter dans le principe de la démocratie? C'est comme ça que je l'ai dit tantôt. Nous cherchons toujours à calquer tout ce qu'on est en train de faire par rapport à ce qu'on voit à l'Occident. Nous avons nos réalités, nous avons nos coutumes, nous avons notre façon de voir les choses. Vous savez au moins que l'homme noir se sent à l'aise quand il mange à la main. Mais l'homme blanc, il mange toujours avec des couverts. Merci beaucoup, monsieur François. Nous sommes presque à la fin de notre mission. On devrait continuer puisqu'il y a de la matière.
je crois, à la prochaine occasion. Et puisque vous êtes ici à Kinshasa, est-ce que vous pouvez résumer au moins votre passage ici à Lingala? Na Lingala? Oui, na Lingala dans le Baboye, Congo est un mboka na biso nyonso tu. Biso nyonso tu ba Congolais toza na droit ya kopesa avis na o nyonso zo le mboka na biso. Lelo yo bato ebele bakomi ko mema biso na banzela oyo ezaka kapone intérêt na bango. Mutu moko te parmi na ba o baza na classe politique bazo ebisa ba Congolais vrai problème ya ba Congolais ezanini. Lelo bato bazo okufa na est. Lelo kuna na yumbi to bandi koyoka suma kambokoto na bandundu koto. Lelo bato nzalesi ekote mais problème na bino kwa bozo s'attaquer na mutu. Bozo s'attaquer na mutu. To banda ko s'attaquer na Mobutu. To attaquer na Joseph Kabila. Lelo to ko s'attaquer na président Félix. Est-ce que s'attaquer na bato yangonde ko pesa solution na problème biso toza nango? Non, le problème est au anate. Biso to yeba ko accompagner vision ou bien objectif oyo mo konjambo kaza nango et bimisa biso na ba situation toza nango. Problème ezalité il y a président. Moi je ne vois pas la personne du président de la République. La personne du président de la République aza mutuloko la yo nangai. A qui pose une erreur. Ça peut arriver. Mais chaque jour on la muki na tongo olobi ko finga nini nan ba finga etengana finga ye. C'est un non-sens. Merci, c'est non-sens malgré lui le faisait qu'elle était dans l'opposition. Je crois que les opposants d'aujourd'hui vont s'amender. C'est ça, hein? C'est ça votre prière. Hein? Oui. Oui, il faut le dire. C'est qu'elle dit le faisait. Hein? Amène-moi ces petits-là et tout comme ça. Non, non, autre temps, autre mœurs. Vous ne pouvez pas dire que non, c'est ce qui s'est passé à la période de l'opposition, de l'Union sacrée radicale, tout ça. Nous devons les copier aujourd'hui. Donc, les choses ont évolué. Les choses ont évolué suffisamment. Non, non, ne calquons pas les choses. Ne calquons pas les choses. Non, 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 non. À la fin, merci beaucoup, M. François. Merci également à Solange Toumba. Merci à vous. Retrouvez-nous à la prochaine occasion avec